Depuis son Garoua natal, le ministre des Missionnaires Issa Chiroma Bakary fait le procès du régime du renouveau dans une lettre de 24 pages adressée aux Camerounais. Le père du salut national esquisse un bilan du recul des valeurs morales, la morosité socio-économique, la pauvreté matérielle et la misère ambiante des 43 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. Dans un diagnostic sans complaisance de presque tous les secteurs de la vie nationale, le président du FSNC présente une offre d'amélioration des services sociaux de base, des réformes de la vie politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture, la diplomatie. Sa stratégie d'implémentation inclut toutes les couches sociales et surtout des compatriotes de la diaspora bloqués pour leur double nationalité ou leurs opinions politiques. C'est l'ébauche de son projet de société présenté à l'occasion de l'annonce de sa candidature à la magistrature à la présidentielle d'octobre 2025. Nous dites-vous, Jean-Paul Chouniat. Sa démission du gouvernement et sa rupture politique actée avec le RDPC, Issa Chiroma Bakary fait le procès de 43 ans de règne du régime Biya en proposant aux Camerounais une alternative de changement pour 2025. Procédant par analyse diagnostique de la situation, le candidat déclaré à la présidence propose en 16 points sa formule du salut national pour sortir un pays riche plongé dans la pauvreté et la misère, résume Issa Chiroma dans une lettre de 24 pages adressée aux Camerounais installés au palais des Toudi. Sa première mission, c'est restaurer la justice et rétablir l'égalité. Là où Paul Biya et son renouveau ont cultivé l'injustice ordinaire, le favoritisme systémique, l'impunité, le cynisme et le clientélisme. Dans un pays confronté aux défis sécuritaires dans les régions de l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest et la criminalité urbaine qui ne cesse de faire des morts, Chiroma, futur président du Cameroun, envisage bannir l'état brutal actuel pour instaurer un état fort, présent, juste, organisé et surtout capable d'assurer l'ordre, la sécurité et la paix à tous, partout sur le territoire national. En réponse à la menace sécessionniste dans la partie anglophone du pays, le président du FSNC se veut franc avec ses compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, reconnaissant que le conflit en cours est sécuritaire, mais avant tout politique, historique et identitaire. Pour cela, ils n'ont nullement besoin d'intermédiaires, mais les principaux concernés doivent être écoutés. Il leur revient de droit de choisir la forme du fédéralisme qui leur convient, tout en restant dans la maison commune, le Cameroun. Dans cette adresse du 25 juin au peuple, le père du salut national pour tous les Camerounais fait du volet social le cheval de bataille de son septennat à venir. Les jeunes ravalés au rang de spectateurs dans les prises de décision seront des co-auteurs du changement, avec une place centrale dans la stratégie de réinvention d'un nouveau Cameroun. De même, il projette de redonner la substance et la consistance à la cellule familiale, en soutenant les mères seules, les veuves, les femmes rurales et tous les laissés pour compte, en première ligne de la pauvreté et l'adversité, tout en garantissant à tous les enfants un environnement d'écoute, de soins et d'instruction. À tous les agents de l'État, travailleurs du privé et acteurs du secteur informel, chacun trouvera son compte avec une revalorisation des salaires pour la justice, la sécurité, le corps enseignant et les personnels médico-sanitaires, réduits aux salaires de misère qui ont fortement impacté le système éducatif et les soins aux malades. Et justement au plan sanitaire, le ministre des Missionnaires veut une santé pour tous dans un État qui soigne, en améliorant la gouvernance hospitalière à travers une politique santé de proximité, d'efficacité et d'humanité, affirmant qu'un peuple en bonne santé est un peuple qui avance. Aux agriculteurs, gardiens de la souveraineté alimentaire sans moyens de production et d'écoulement de leurs produits, l'ancien allié de Paul Biya propose un plan agricole en plusieurs points. La modernisation des outils, le désengorgement des circuits de distribution, la facilité d'accès au crédit, entre autres. S'adressant à ces milliers de compatriotes de la diaspora, considérés par le régime de Yaoundé comme des mal-aimés, en raison de la double nationalité pour certains et les opinions politiques pour d'autres, Issa Chiroma voit en tous ces enfants du pays une force de la nation, mieux un capital humain à mobiliser pour l'avenir du Cameroun. Et pour ce faire, la diplomatie camerounaise doit cesser de flatter, mais peser de tout son poids dans les grands enjeux économiques et géostratégiques, en commençant par reprendre notre leadership régional, en réveillant la force économique du Cameroun et le respect perdu en zone CEMAC, et enfin aller à la conquête du monde, en parlant aux autres avec courtoisie, sans arrogance ni soumission. Et pour traduire dans les faits ce projet de relance pour le bien-être de tous et le rayonnement du Cameroun, le président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, appelle tous les Camerounais du terroir et de la diaspora à se mobiliser dans un sursaut national pour lui confier la très haute responsabilité de conduire le pays vers la prospérité dès octobre 2025.
Merci à Jean-Paul Chouniat qui nous permet donc de recevoir nos invités sur ce plateau. Brice Diolako, bonsoir. Vous êtes secrétaire communal en charge de l'inspection et de l'évaluation du MRC à Douala 3e. Vous êtes par ailleurs logisticien et expert en douane. Bienvenue sur le grand plateau. Merci beaucoup, Juliana. Bonsoir à vous. Bonsoir également à mon aîné Roland Tapi. C'est toujours un réel plaisir de défendre les couleurs du plus grand parti politique au monde, qui est le MRC, sur votre plateau. Et c'est l'occasion pour moi, comme un rituel, de saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans les geôles de la dictature, ceux qui sont empêchés du côté de la diaspora de fait d'avoir manifesté leur opinion politique, et surtout ceux qui sont de mon Tropicana ou de mon Tropicana natal. Je suis très fier d'être ici parmi vous et j'espère bien être à la hauteur de vos attentes. Merci une fois d'avoir invité le MRC. Je vous en prie. Elie Tchembia Fekwa, vous êtes doyen national de l'Union des peuples solidaires UPS. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je crois que ce soir, on va faire une très bonne émission, surtout que le sujet, c'est un sujet de l'heure et ça domine tous les réseaux sociaux. Je crois que tout le monde attend ce que nous allons dire, surtout l'avis de l'Union des peuples solidaires par rapport à cette situation. Et puis Roland Tapi, éditorialiste Balafon Média. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Juliana. Alors, on s'intéresse donc à cette adresse d'Issa Tiroma Bakari au Camerounais. Commençons le décryptage de cette lettre sur la forme et chacun de vous a 60 secondes pour s'exprimer sur la question. Que pouvez-vous en dire, Roland Tapi? Qu'est-ce que je peux en dire? Tout simplement que Issa Tiroma Bakari, en dehors de la lettre de démission que tout le monde attendait, qui n'est jamais venue, on a plutôt vu une lettre qu'il adresse aux Camerounais. Disons plutôt une profession de foi. Ouais. Une profession de foi que je peux résumer sur la forme comme tout simplement une répétition de tout ce qu'on a déjà entendu du côté de l'opposition. Parce que là, on croirait que soit il est devenu plutôt le porte-parole de l'opposition, parce que quand on lit ce qui est écrit là, en réalité c'est le condensé ou plutôt le résumé, pour ne pas dire l'ensemble de tous les griefs, les récriminations qui sont généralement soulevées contre le régime en place qu'il a servi. Soit il est devenu le porte-parole, soit il est tout simplement revenu à ce que je pourrais appeler des meilleurs sentiments, parce que ce langage est exactement ce qu'il avait tenu en 2002 quand il signait le mémorandum sur les problèmes du Grand Nord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il revienne à ça maintenant? Peut-être ce qu'on va voir par la suite. Elie Tchembia, Brice Diolako, comment est-ce qu'on apprécie dans l'opposition cette lettre d'Issa Tiroma Bakari au Camerounais? Cette lettre, Juliana, que nous l'avions parfaitement lue, que nous avions pris acte du contenu, je dirais, il faut la saluer. D'autant plus que nous sommes dans une période de changement. Il faut également saluer toutes les initiatives qui œuvrent pour le changement au Cameroun, parce que depuis 43 ans, nous souhaitons, nous autres qui sommes entrés en politique, il y a de ça presque une dizaine d'années, nous souhaitons qu'il y ait changement. Et nous nous réjouissons en disant cette lettre que le ministre Tiroma a bel et bien fait l'état des lieux, ou alors donc a suivi ce que les uns et les autres ont fait. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de cette lettre, il n'existe aucune surprise. C'est exactement ce que nous dénonçons depuis plus d'une dizaine d'années sur les plateaux de télévision. C'est également tout ce que les acteurs de la scène politique, notamment de l'opposition, dénoncent depuis des dizaines d'années, que des choses ne vont pas. La situation dans le Grand Nord que le ministre Tiroma déroule est une situation connue, qui a été déjà évoqué dans ses signatures de 2002. C'était juste 60 secondes. Voilà. Donc, pour apprécier la lettre sur la forme. Donc nous prenons acte de la lettre. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'un ministre démissionne. Malheureusement, à chaque démission, on ne voit rien qui change. Puisqu'après, il y a toujours élection, c'est le même candidat qui gagne et rien ne change. Je pense que lorsque vous quittez un mari, que vous avez vous-même décidé de travailler en collaboration avec lui, vous ne pouvez pas après dire que ce mari-là était stérile. Parce que maintenant, il nous dit que mon mari était stérile, c'est pour ça que je démissionne. Je voudrais qu'il me dise que pendant les quelques années que j'ai fait avec ce mari, voilà les enfants que j'ai produits. J'ai pu produire des emplois, j'ai pu faire ici. Lui qui était ministre de l'Emploi, on croit qu'il est maintenant un ministre sans emploi. C'est ça là, en gros, c'est ce qu'on peut dire. En gros, lui maintenant est égaré, il n'a pas d'emploi.
Il faut donc qu'ils nous disent que bon, voilà ce que j'avais fait quand j'étais là-bas, je n'ai pas pu réussir, et voici ce que je peux faire pour qu'on puisse réussir. En gros, c'est ça. Brice Diolako, avant de nous intéresser aux questions de fond, il est important d'interroger l'opportunité de cette production ou alors de cette communication, cette lettre de Issa Chiroma Bakary au Camerounais. Oui, tout à fait normal. Sur la forme, il est très important d'interroger le fond, d'en faire même une problématique, c'est-à-dire un ensemble de questions qui va tourner autour de cette lettre qui nous permettront justement de comprendre le fond. Néanmoins, ce que je voudrais dire et appeler les Camerounais, ce que nous, au MRC, nous disons et appelons les Camerounais, c'est de respecter la décision de M. Issa Chiroma Bakary. Vous savez, lorsque vous m'avez envoyé le thème, je me suis dit, oh, enfin, l'affaire s'y me coince. Parce que le ministre Issa Chiroma me connaît parfaitement. Depuis qu'il est monté ministre en 2004, il ne décrochait plus mes téléphones. Moi, je le dis et il le sait. Vous avez essayé de l'appeler depuis oui, la déposition de sa démission? Ministre parce que depuis ces 2 derniers jours? Non, je n'ai pas essayé de l'appeler, mais je suis convaincu, soit je l'appelle, soit il va m'appeler. Et je me réjouis parce que nous avions été à Yaoundé, à Tinga où le ministre Chiroma nous recevait régulièrement. Lorsque j'étais président du club journal du lycée général Leclerc, il nous recevait régulièrement. Et moi particulièrement. Il était à Tinga. Et nous étions dans une mouvance où nous recevions des leçons, où nous recevions des techniques d'analyse, des techniques de communication de la part du ministre Chiroma, parce qu'il était très capé. Néanmoins, il est très capé en ce sens. Mais j'ai été surpris qu'à partir de 2004 de constater que mon ami, mon père, mon ami, M. Issa Chiroma Bakary, a pris le mauvais bord. Et sur la forme de cette lettre-ci, là, c'était une petite digression très importante. Maintenant, sur la forme de cette lettre, il faut également questionner. La première des questions que nous devons poser dans la problématique, c'est de savoir quelle est donc l'opportunité. Pour celui que, dans le fond, il y a de cela quelques années, c'était justement en 2017, où la crise anglophone avait commencé, qu'il nous a dit, il a dit aux médias que si vous donnez la parole aux sécessionnistes, je vous ferme. C'était clair, on connaît. Cette phrase est restée longtemps dans les mémoires des journalistes. Je prends en témoin mon cher aîné Roland Tapi. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre que la crise anglophone est une crise politique. C'est-à-dire les théoristes d'hier ne sont plus les théoristes d'aujourd'hui. Mais nous prenons acte. Ça, c'est la première des questions. C'est-à-dire le contenu, comment est-ce que le contenu va se poser. La deuxième question que nous devons nous poser, c'est que est-ce qu'il n'a pas constaté également la chute d'un régime qui s'est accompagné par des prémices lors de son déplacement dans le Grand Nord, où il a subi une pression de la population, pas seulement ses militants, ça il faut le dire, de toute la population qui le soutenait, militants ou pas du FSLC, est-ce qu'il n'a pas cédé à cette pression lorsque nous regardons l'opportunité? Voilà les 2 questions principales qu'il va falloir répondre dans la problématique. Néanmoins, je réitère, lorsqu'on est dans une dynamique du changement, toute goutte d'eau, je dis bien toute goutte d'eau qui entre dans le verre, qui peut contribuer au changement politique, je précise bien politique de la situation, est la bienvenue. Le MRC est preneur. Déjà, pour aller le plus rapidement et plus précisément possible, le professeur Maurice Kamto a toujours été clair. Et il y en a, même dans le RDPC, parce que M. Issa Chiroma n'a jamais milité dans le RDPC. Il y en a dans le RDPC qui sont tellement compétents, mais qui n'ont pas l'opportunité d'exprimer leurs compétences, qui n'ont pas l'opportunité de faire valoir leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Et le professeur Maurice Kamto a toujours tendu la main à cela, de rejoindre la coalition pour le changement. Parce que justement, ce que vous devez savoir, sur au MRC chez nous, on ne dit pas que tout est mauvais. Il y a les bonnes graines là-bas. Il faut vous rapprocher du système pour comprendre réellement ce que les gens vivent. Il y en a qui essayent un peu de bien travailler. Mais lorsque la hiérarchie, c'est-à-dire le pouvoir décisionnel, celui qui a la capacité de faire et défaire, parvient à constater qu'il veut travailler, alors il y a une sorte de rouleau compresseur. Quoi, c'est un rouleau compresseur? C'est qui dame les routes là. Une sorte de rouleau compresseur qui se déroule sur lui et justement la bouche est fermée. Ou alors dont les initiatives sont arrêtées. Je n'irai pas jusqu'à prendre des cas précis parce qu'ils sont encore vivants. Vous savez, c'est pas bien de citer les contemporains. Mais il y en a qui souffrent de ce système qui est plongé dans l'inertie,
qui souffre de ce système, qui ne veut absolument laisser rien faire. Moi, je prends seulement 2 cas, sans toutefois les citer. Il y a eu 2 proviseurs qui ont exclu 2 enfants de ce système en classe de première. Ils excluent les 2 enfants, pourquoi? Parce qu'ils ont apporté du matériel agressif à l'école, dans leur propre sac. Et c'est à ce moment-là qu'ici à Douala, nous étions en train de vivre l'horreur des enfants qui s'en prenaient aux formateurs, aux enseignants. 2 proviseurs ont fait ce cas. Le premier proviseur a exclu l'enfant. 2 jours plus tard, l'ordre est venu. On lui a intimé l'ordre de réintégrer cet enfant dans la salle. Le deuxième proviseur a fait la même chose. On lui a intimé l'ordre de réintégrer l'enfant. Il ne l'a pas réintégré le temps qu'on a souhaité. Il a réintégré plus tard, mais la pression était totalement énorme. Et quelque temps après, ce proviseur est allé en retraite et a anticipé. Il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. Il a décidé de fermer sa bouche justement parce qu'il aura besoin de la pension retraite. Donc je ne prends que ces 2 cas illustratifs pour montrer à quel point, juste au niveau des services déconcentrés, les gens veulent travailler mais ne parviennent pas à le faire. Je pourrais prendre 4 exemples au niveau du service central, mais je préfère faire l'économie du temps pour vous montrer qu'en réalité, nous tendons la main à ceux-là. Vous pouvez être un acteur du changement sans militer. Vous n'êtes pas obligé de militer, mais vous pouvez être un acteur du changement. Nous continuons à tendre la main à ceux-là qui nous retrouvent dans le train de la Renaissance, s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, qu'ils entrent dans le train du changement. Comme monsieur le ministre Issa Chiroma l'a fait. C'est bien, il faut saluer cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y a certains acteurs qui préfèrent même se noyer lorsque le navire va chavirer. Et ils espèrent que le navire va se maintenir. Même si la tête et, comment on appelle, le timonier se sont déjà noyés, ils espèrent qu'ils vont sauver le navire. Donc il faut saluer la décision du ministre Chiroma. Roland Tapi, le fond de cette lettre à 24 pages, Issa Chiroma Bakari a essayé de mettre le doigt sur des sujets d'intérêt général. Il parle de l'unité, la question du genre, le chômage et surtout la fin du système. On a envie de dire que cette lettre est d'une pertinence polichinelle, mais pourquoi semble-t-elle émoustiller autant l'opinion? Comme je dis tantôt, dans le fond, la lettre ne dit rien de nouveau qui n'est connu sous le ciel camerounais depuis plusieurs années. Dans le fond, je dirais quoi? Il remet plutôt sur la table des choses qui sont connues. La différence ici vient tout simplement du fait que l'émetteur, celui de qui tout cela vient, est celui justement qu'on n'attendait pas à ce moment-ci sur ce registre-là. Ce que je dis quoi? La route est mauvaise, c'est vrai. Moi, je le dis tous les jours. Ça prend un autre sens maintenant, tout simplement parce que c'est Chiroma qui dit, parce qu'il était dans le pouvoir avant. Et lui, justement, dans le pouvoir, il était en train de défendre que non, tout c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais disons tout simplement que là, il vient de dupliquer un peu ce que nous connaissions avant aussi dans le gouvernement avec le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Mais dans le sens inverse. Pour Jean de Dieu Momo, il dit qu'il s'était trompé avant en critiquant le pouvoir et que finalement, il a reçu le Saint-Esprit comme Saul de la Bible. Il est revenu à de meilleurs sentiments en rentrant dans le régime. Lui, Chiroma également, aurait reçu également son Saint-Esprit juste pour ouvrir ses yeux, pour qu'il comprenne que là où il était, c'était pas comment dire, enfin, c'était pour Momo est le meilleur endroit où il faut être, parce qu'il faut être fou pour quitter de là. Lui, il a reçu l'onction et la clairvoyance plutôt pour quitter de là. Voilà la différence qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, en réalité, il faudrait pas accorder plus d'importance à ce qui est dit là-dedans, mais l'attention est plutôt attirée par la source, l'émetteur de ces messages aujourd'hui, qui est Issa Chiroma, précédemment ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et qui a, de manière cumulée, servi ce gouvernement pendant au moins 19 ans. D'abord 4 ans, de 92 à 96, quand il était ministre des Transports, et il est revenu au pouvoir en 2009,
jusqu'à présent, c'est-à-dire presque 13 ans, ça fait presque 19 ans qu'il a été fidèle, attaché à ce gouvernement en tant que ministre. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans le gouvernement, ou bien dans le système en occupant des postes. En tant que ministre, il a eu le privilège jusqu'ici d'occuper des postes que même les militants les plus fervents du RDPC n'ont pas occupés dans ce gouvernement. Ministre, il y a beaucoup de militants du RDPC qui jusqu'aujourd'hui se battent pour occuper un poste de directeur d'une entreprise publique ou bien, pour ne pas dire ministre, mais ils l'ont pas. Mais Chiroma est venu, il l'a occupé pendant 19 ans. Et c'est pour cela que on essaie de bien comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après 19 ans, il se rend compte subitement que là où il était, c'était pas le bon endroit. Est-ce que 19 ans, c'est pas assez? Est-ce que pendant ce temps, il ne s'est pas constitué un bon pactole, un bon capital? Je veux dire quoi? Une bonne somme d'argent qui pouvait lui permettre aujourd'hui de se mettre en face et de commencer à combattre celui qui l'a nourri hier. Est-ce que on peut penser qu'effectivement, il est en train de vouloir se racheter et faire amende honorable auprès d'un peuple qu'il prend conscience finalement d'avoir trahi pendant longtemps? Est-ce qu'il est en train de céder à une pression de la base militante, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, est de plus en plus forte dans des revendications, dans une demande permanente de changement et de rupture avec ce qui est en train de se faire maintenant. Vous savez que ce soit lui, Chiroma, ou bien Bello Bouba Maré, ça fait partie des hommes politiques qui se sont alliés au pouvoir avec ce qu'on appelait la majorité présidentielle. Sauf qu'au jusqu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les militants de ces partis, ils estiment que ces alliances n'ont jamais servi ou bien bénéficié qu'aux leaders politiques, alors que au niveau de la base, les militants ne voyaient pas en réalité les dividendes de ces alliances. Alors, de plus en plus, ces militants à la base sont en train de critiquer, étaient en train de dénoncer ces alliances en disant, si vous continuez justement à être auprès du pouvoir en place, sachez que désormais ce serait sans nous. Est-ce qu'il a cédé à ce genre de pression? De toute façon, il ne faut pas qu'on s'arrête sur le contenu de la lettre. Je le dis bien, c'est du réchauffé, c'est du connu. Maintenant, comment est-ce qu'il est en train de vouloir utiliser ça, ou bien quel sens donner du fait que ça vienne plutôt de lui? Je crois que l'avenir va nous le dire. Du moins, on ne peut rien attendre pour l'instant. Éric Mbia, depuis 1992, l'opposition décrit ce que Chiroma a décrit aujourd'hui et il conclut son propos, on va le dire, par la fin du pouvoir. Il faut tout faire pour mettre fin au pouvoir de Paul Biya. Pourquoi cela changerait-il aujourd'hui que cela soit dit, que ces faits soient décriés par Issa Chiroma Bakary? Moi, je dirais que vous allez parler de 92. En 92, il était dans l'Union pour le changement. S'il voulait vraiment faire ce qu'il dit aujourd'hui, il aurait pu faire à ce moment-là. Parce qu'il est parmi les gens qui ont trahi l'Union pour le changement, que l'Union des populations du Cameroun avait initié à ce moment-là pour essayer de renverser le pouvoir en place et implémenter ce qu'il propose aujourd'hui de faire. Donc, moi, on dit souvent, il y a un adage africain qui dit que lorsque vous retrouvez devant un même arbre 3 fois en brousse, vous êtes égaré. Il a été dans plusieurs partis. Il a travaillé avec tous ces partis. Il aurait pu, à ce moment-là, implémenter tout ce qu'il dit aujourd'hui. Et de deux, il a eu le pouvoir. Comme disait M. Roland Tsapi, il a été au pouvoir pendant 19 ans. Vous ne pouvez pas faire un mariage. 19 ans. C'est à la 20e année que vous vous rendez compte que, mon mari, il n'était pas, il est stérile. Vous aurez pu constater ça avant. Donc, il faut regarder un peu ailleurs. Forcément, il y a un autre objectif. Moi, particulièrement, je pense que, quelque part, il doit avoir des instigateurs hors de la République du Cameroun. Parce que vous savez, le monde aujourd'hui est en train de se diviser en deux camps. Ceux qui veulent être avec l'ancien système et ceux qui veulent être avec les BRICS. Forcément, à mon humble avis, il y a quelque chose derrière. Et je pense que le Cameroun a un meilleur service de renseignement. Pensez au service exogène. Exactement, c'est ça. Vous savez, avant qu'on appelle le ministre Bello Bouba au Cameroun, puisqu'il a milité avec Chiroma dans l'UNDP, il était au Nigeria. Et le président Biya s'est dit, il faut essayer d'apaiser la zone du Nord. Il a essayé d'appeler ses frères du Nord. Voilà, monsieur Bello Bouba, revenez au pays. Monsieur Chiroma, mettons-nous ensemble dans une équipe pour diriger le pays. Donc, à ce moment que vous êtes au pouvoir, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous dites. Vous pouviez créer tout ce qu'il était de la formation professionnelle. Il pouvait nous dire que, bon, voilà, j'ai pu réussir à enlever les motos dans les rues de Douala parce que j'étais responsable de la formation professionnelle, j'ai créé des emplois. Mais je vous dis,
Aujourd'hui, on considère la moto à Douala comme un emploi. Et majoritairement, ceux qui font la moto à Douala sortent de chez lui. Donc, quelque part, il ne peut pas nous dire que bon, vraiment, aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux. Non. Il faut aujourd'hui qu'il soit humble, qu'il dise que je me suis égaré. Comme disait le ministre Momo, je me suis égaré. La première fois, j'ai trahi l'opposition. Maintenant, j'ai fait profil bas. Je vous soutiens dans l'opposition, mais je ne suis pas candidat contre le président Biya. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, lorsque vous êtes un traître, lorsque vous travaillez avec quelqu'un, et demain vous retournez contre lui, il n'y a pas de sentiment. La personne ne savait pas quelle autre stratégie celui qui est en face viendra avec. Moi, je pense qu'il aurait pu dire, je fais amende douce, je vais essayer de supporter peut-être l'opposition, un parti ou un candidat à l'opposition, si je suis pas bien. Mais qu'ils ne nous disent pas que je peux rivaliser avec mon père d'hier, parce que aujourd'hui j'ai les yeux beaucoup plus ouverts qu'hier. Je crois quelque part, il y a un problème dans la présentation de son projet. Brice Olako, Issa Chiroma parle de la question anglophone, la crise anglophone, il parle de la valorisation des femmes, il y a la question de la jeunesse avec le chômage ambiant, lui justement qui parle du gouvernement en étant le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. En quoi les choses seraient en quoi le fait que ce soit Issa Chiroma qui le dise pourrait, je sais pas, interpeller davantage les gens. Rappelons que cette sortie, les différentes sorties de Issa Chiroma cristallisent l'attention de l'opinion publique depuis un peu plus de 2 semaines déjà. Oui, il y a quelque chose à mettre sous la dent dans sa sortie. Au regard du fond, je rappelle encore que je suis formateur. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les centres de formation où je forme en logistique, en douane et transit, M. Issa Chiroma fut la tutelle. Et ayant participé à la délibération de plusieurs examens du CQP, du DQP et du BTS, je voudrais encore rappeler ici que M. Issa Chiroma est la personne à même, je dirais même mieux placée dans le système pour nous montrer, pour nous ressortir le fichier des personnes formées, des personnes en chômage et ceux qui attendent encore l'emploi, c'est-à-dire ceux qui sont en pré-emploi. Il avait cette charge-là, de former et de faire employer. Je me souviens, il est venu ici à Douala où il a fait comprendre que l'histoire jour servait à quoi et bien d'autres. Il était dans son registre. Pour ça, on ne se plaint pas. Mais ce qui est un peu surprenant aujourd'hui, lorsque nous lisons une fois de plus cette sortie dans le fond, le ministre Chiroma parle de l'armée. Il nous dit ce qu'il souhaite faire de l'armée. Pourtant, hier, lors de l'exécution, d'une exécution qui s'est passée dans le Grand Nord, il nous a fait comprendre que c'était au Mali. Et ça, c'est autant de choses. On peut citer les cas comme ça, là, par mille. Il s'apitoie aujourd'hui sur la situation anglophone, alors que hier, il les a traités de terroristes. On peut se comprendre. Celui qui ne connaît pas le fonctionnement de l'État, les institutions, les interactions qui existent entre ces différentes institutions, la hiérarchie, la préséance dans l'institution étatique, ne peut pas comprendre pourquoi M. Issa Chiroma a porté cette toge-là hier. J'emploie cette métaphore pour ceux qui comprennent l'État, pour ceux qui maîtrisent l'État et les institutions. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, je vous ai dit, dans une institution, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneur en chef. C'est lui qui est l'ordonnateur de tout. Et lorsque nous sommes dans une institution, dans un pays hyper centralisé, ce que nous appelons le jacobinisme à outrance, il y a de quoi nous devons disculper certaines personnes au regard de certains propos qu'ils ont tenus hier. Parce qu'en réalité, contrairement au système de gouvernance anglo-saxon, où les décisions sont proposées du bas vers le haut, dans ce système francophone, les décisions sont prises du haut vers le bas. Et du coup, ceux qui sont en bas se considèrent dans l'architecture étatique, dans l'architecture gouvernementale, particulièrement ceux qui sont dans le système opérationnel, sont en réalité des exécutants et n'ont absolument rien à dire lorsque le chef prend la décision. Et n'osent même pas tousser lorsque le chef parle. Et alors, lorsque je fais cette analyse, c'est pour démontrer, en d'autres termes, qu'il a été un exécutant. Je ne pense même pas que le fait de dire que ces gens, ceux qui ont exécuté les femmes et autres, étaient au Mali. Je ne pense pas que c'était la décision de M. Issa Chiroma en chef.
Il faut connaître le fonctionnement de l'État. Vous n'allez pas nous dire que les propos des ministres leur sont chotés à chaque fois quand même. Voilà, vous savez, et là aussi il faut avoir cette problématique-là sur la table. Néanmoins, il faut reconnaître également que lorsqu'un ministre de la communication, comme ce fut le cas pour M. Issa Chiroma Bakary, parle, c'est au nom de tout un système. Il ne parle pas à son nom propre. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on élabore la sortie, je passe sous le contrôle de mon aîné Roland Tapi, lorsqu'on élabore la sortie gouvernementale portée par un porte-parole du gouvernement, s'il y a une situation sécuritaire, le ministre de la Défense a un mot à dire, a une lettre envoyée. S'il y a une situation dans l'emploi, le ministre en charge a un mot à dire. S'il y a une situation dans la sécurité nationale, le ministre de l'Art et autres ont les mots. C'est la combinaison. C'est le rassemblement, c'est la quintessence de tous ces mots venus, des lettres venues de tous les départements ministériels qui concourent à ce qu'on appelle la sortie gouvernementale et portée par le ministre de la Communication.